Bonjour, chef André. Bonjour Jacques, Très bien, nous sommes heureux de vous recevoir. Je vais merci. commencer cette interview en Oui, vous plaçant dans oui. quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur et qui a changé le cours de votre vie. C'est le jour où vous avez été reconnu par vos pairs que vous êtes chef chocolatier africain. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce jour-là, nous raconter un peu comment ça s'est passé et Oui, ensuite dire un petit peu comment ça a changé le cours de votre vie. Et bien sûr, on oui. reviendra sur l'histoire de votre parcours. Alors, il faut dire que avant de partir à cette compétition, d'abord, ma sélection au niveau national, il faut dire que l'équipe qui devrait organiser la compétition est venue pour la sélection nationale au Burkina Faso. Et du coup, ils n'ont pas trouvé de candidat potentiel. Parce que nous sommes un pays où la pâtisserie n'est pas développée. Et c'est le jour où ils devraient rentrer, avant de partir à l'aéroport, quelqu'un les a dit, ben, écoute, vous venez, vous allez aller visiter quelque part, il y a un monsieur, je pense que ça doit aller. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils m'ont vu tout de suite, ils sont tombés sous le charme de ce que je faisais. Et ils m'ont tout de suite donné l'invitation pour se rendre à Abidjan pour le concours du meilleur chocolatier d'Afrique. Et moi, le jour où je devrais venir, j'ai pris le temps de venir et de faire venir ma mère, parce que mon père ne vit plus. Donc, j'ai pris le temps de faire venir ma mère, d'avoir ses bénédictions. Et en allant, il faut dire aussi, lorsque je suis arrivé à l'aéroport, j'ai eu des difficultés parce que j'avais des couteaux, des choses quand même assez tranchantes qui étaient dans mes affaires. Et à l'aéroport, ils n'ont pas voulu que je monte avec ces instruments. Et du coup, mon matériel est resté au Burkina. Et D'accord. lorsque je suis arrivé à la compétition, il y avait l'Égypte, il y avait le Maroc, il y avait la Libye, il y avait l'Algérie, il y avait le Canada qui était un pays invité, il y avait la France également. Donc, il faut dire que c'était des grandes nations. Ah, donc, c'est pas Et moi, uniquement l'Afrique. non, c'était des nations qui étaient invitées à participer à cette D'accord. compétition, l'Europe et le Canada. Et nous, on devrait faire face à ces grandes nations. Et je suis arrivé sans matériel. Aïe. Et il faut dire que le comité d'organisation avait pris le temps de dire aux candidats dans le briefing, allez, on va partir à 5h30. 5h30, moi, je me suis réveillé à 5h30, je suis arrivé, ils disent qu'ils sont déjà partis depuis 5h du matin. Donc, du coup, on m'a oublié à l'hôtel. Et c'est une dame du comité d'organisation du concours qui était de passage à l'hôtel. Elle me voit, elle me dit, ben, écoute, André, tu fais quoi à l'heure là? Ben, écoute, moi, je t'amène sur le site. Je ne te laisse pas tomber parce que simplement le mari de cette dame était burkinabé. Et elle m'a pris dans sa voiture, pour ceux qui connaissent Abidjan, rejoindre Makori au Palais de la Culture. À 16 heures de pointe, c'est complètement impossible. Et la bonne dame, elle a simplement repris le boulevard dans le sens contraire. Donc, on roulait en sens contraire. Aïe. Et à un certain moment, toute la police est mise à nos trousses. Et la dame m'a dit dans la voiture, André, je ne te laisse pas tomber. Nous avons roulé jusqu'à la rentrée du Palais de la Culture. Lorsque on est arrivé, elle m'a dit, tu descends, tu t'arrêtes pas, tu cours. Et c'est ainsi que je suis descendu, j'ai commencé à courir et la dame s'est fait arrêter. Bon, elle s'était arrangée avec eux après pour leur dire que, bon, voilà, elle me sauvait de cette compétition. Et lorsque je suis arrivé dans la salle, il y a des gens qui riaient. Je dis, mais attends, on a commencé, ça fait 2 heures de temps quand même. Il y a d'autres qui disaient, bon, écoutez, de toute façon, son sort est scellé, on connaît son sort, mais laissez-le compétir. Il vient du Burkina, c'est assez loin, bon, ben écoutez, laissez-le. Et lorsque je suis rentré dans la salle, ils ont coupé l'électricité Aïe. parce que ça faisait partie des critères de la compétition.
parce qu'il fallait arriver à travailler le chocolat comme le faisaient ceux qui l'ont créé au début. Dans le noir. Dans le noir, complètement dans le noir et dans la chaleur. Alors que moi, lorsque je me préparais, je suis reparti dans les années 1595 au moment où le chocolat a été découvert. Et j'ai vu comment ils ont travaillé le chocolat sans le climatiseur. Et c'est sur cette base-là que je suis parti. Et pendant que le courant était parti, moi, je travaillais. Je ne me suis pas arrêté. D'accord. Alors, à un certain moment, il y avait un journaliste de France 24 qui était à côté. Il me regardait travailler. Il dit, bah, attention, il y a un candidat qui sait quand même ce qu'il fait. Il s'est approché tout doucement de moi. Il m'a demandé s'il pouvait faire des images. Ben, je lui ai dit oui, avec plaisir. Dans le noir. Dans le noir. Ainsi TV5 est venu. Les chaînes ivoiriennes sont venues. Les chaînes africaines sont venues. Et toute la presse s'est retrouvée sur ma table en train de filmer. Jusqu'au moment de la délibération, il y a l'Égypte qui avait quand même une pièce extraordinaire. Alors, ils sont venus auprès de moi me dire, jeune homme, vous êtes un grand artiste, mais nous, on vous encourage pour la prochaine fois parce que nous savons que ça, cette fois-ci, nous rentrons en Égypte avec. Donc, ça c'est les Égyptiens. C'est les Égyptiens qui vous donnent. D'accord. Oui. Mais de toute façon, la France ou le Canada, ils n'avaient rien à perdre. Ils étaient juste venus pour participer en tant qu'invités. Donc, ils n'étaient pas pris en compte dans la compétition. Et l'Égypte est venue m'encourager. Alors, moi, j'étais assis, je disais, bon, OK, de toute façon, c'est pas grave. Si je dois revenir l'année prochaine, tant mieux. Ou dans 2 ans, bon, tant mieux. Alors, le temps qu'ils vont arriver, ils vont repartir. Allez, on a appelé tous les candidats. Et moi, j'ai refusé de partir. J'étais presque hors de la salle. Et ainsi, ils ont commencé la délibération. Le premier candidat a été, le troisième a été appelé. Le troisième, c'était le Ghana. Ils l'ont appelé, voilà, il a reçu sa médaille et son trophée. Et entre-temps, les Égyptiens me regardaient parce qu'ils étaient sûrs que, voilà, c'était moi le deuxième à appeler. Et à notre grande surprise, ils ont appelé l'Égypte. Alors, les Égyptiens, ils ont littéralement fondu à larmes. C'était incroyable. Ils étaient pourtant, ils sont deuxièmes. Ils étaient deuxièmes. Ils étaient deuxièmes. Et moi, à ma grande surprise, il y avait la fanfare ivoirienne. Et en même temps, ils ont entonné l'hymne national du Burkina à l'extérieur. Wow. Vous imaginez en ce moment l'émotion. Et j'étais toujours, voilà, dans mon coin. Je ne me suis pas présenté parce qu'on ne m'a pas encore appelé. Ouais. Et celui qui donnait les résultats a commencé. C'est un pays voisin à la Côte d'Ivoire. Ah là, c'était l'euphorie dans la salle. Là. Et c'est en ce moment que je me suis présenté. Et les membres du jury disent, mais on ne t'a pas appelé. Je dis, non, je viens assister. Et c'est ainsi qu'ils ont appelé mon nom, et le pays, la moyenne. Et là, j'ai réalisé combien ce métier était important. Combien ce métier pouvait te faire vivre des choses au-delà de ta pensée. Des choses que tu n'imaginais même pas. Parce que dès le départ, j'étais un outsider. Et à l'arrivée, j'étais champion d'Afrique. Ça, c'est quelque chose de très fort. Voilà. Félicitations. Donc, voilà comment j'ai vécu cette compétition. Et après ça, j'ai appelé mon patron. Je lui ai dit, chef, nous avons gagné. Il dit quoi? Il dit, la première place. Il dit, non, s'il te plaît, André, ne me distrais pas là. Il a raccroché le téléphone. Oh. Quand il a tapé mon nom 5 minutes après sur Internet, mais c'était autre chose. Lui, le nouveau champion d'Afrique du chocolat était burkinabé. C'était le titre, par exemple, que des journaux de la Côte d'Ivoire avaient lancé. Alors, voilà. Chef André, en vous écoutant,
D'accord. En Oui, vous écoutant, j'ai l'impression que les autres étaient venus avec toute une délégation, mais vous, vous étiez oui. un peu seul, un peu en retard. Pour prendre l'avion à extremis, c'est comme si les gens ne croyaient pas en vous dès le départ et finalement, vous avez décroché le gros lot. Est-ce que c'était un peu ça? Oui, vous ne vous êtes pas trompé, Jacques. Vous savez, ici, nous sommes habitués, nous sommes un pays où les compétitions du genre des métiers de bouche ne, ne sont pas importantes dans notre société. Et lorsque je partais, je vous dis que à l'aéroport, quand je disais que je partais pour une compétition, ben, ça ne disait rien au niveau des gens qui m'enregistraient. Aucune autorité n'était intéressée parce que, et quand je leur disais que je partais pour une compétition de chocolat, mais les gens rigolaient. C'est quoi cette compétition? Hmm. Et même au niveau des membres du jury, j'assure que quand je suis arrivé pendant le briefing, vous voyez les pays qui ne sont pas du chocolat qui se réunissaient entre eux, les grandes nations du chocolat étaient entre eux. Donc, rien ne présageait. euh, J'étais un intrus, C'est franchement, ça. dans cette compétition. Hmm. Alors en réalité, j'ai été formé en Côte d'Ivoire. J'ai été formé par l'un des meilleurs ouvriers de France Hmm. qui m'a formé pendant 5 ans. Donc, je D'accord. n'étais pas étranger en réalité au milieu. D'accord. On reviendra sur votre parcours, mais votre mère Ouais. vous a dit quelque chose au moment de partir. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Alors, au moment de partir, j'ai pris le soin de la faire venir, de prendre ses bénédictions, parce que chez nous, les bénédictions du papa ou de la mère sont très importantes. J'ai pris le temps de la faire venir et de l'expliquer que je partais en compétition et que j'avais besoin de ses bénédictions. Et elle m'a dit, euh, tel le bâton de Moïse était dans sa main pour diriger le peuple d'Égypte, d'Israël, pour la sortie d'Égypte, ainsi je te donne ma bénédiction durant toute cette compétition. Et Prophétique, c'est hein? des, ouais, c'est une bénédiction qui est venue du fond de son cœur. Et là, je l'ai saisie, j'ai cru en elle et je suis parti avec cette parole. Et c'est quelle année ça? C'était le 16 septembre 2016. 2016. D'accord. Oui, 2016. Voilà, il y a 4 ans. Bon, Oui. soyons clairs. Vous n'êtes pas d'une famille de chocolatiers. Vous n'êtes pas dans un pays où on produit du cacao. Vous travaillez au Burkina Faso. Quelle idée, quelle idée de penser faire du chocolat au Burkina Faso. Mais revenons tout à fait au départ. Vous êtes né où? Qu'est-ce que vous avez fait pour que quelqu'un voie en vous un futur chef chocolatier? Alors, il faut dire que je suis né, je suis né à Abidjan, mais à 6 ans, je suis rentré au pays. Mes parents m'ont fait venir au pays, donc j'ai grandi à Réau. Alors, à Réau, là où j'ai fréquenté mon école primaire, Alors, c'est à combien de c'est kilomètres de Ouagadougou? 115 km de Ouagadougou, D'accord. À l'ouest, me semble-t-il. voilà, à l'ouest du Burkina, de Ouagadougou. D'accord. Donc, j'ai fréquenté une école primaire qui était détenue par des pères blancs, C'est catholique? c'est catholique. Et à chaque fois que nous finissons à 17 heures pour rentrer à la maison, nous allions toujours chez les pères blancs ou chez les sœurs, alors pour demander des bonbons. Et là, ils nous lançaient des chocolats, des bonbons, voilà, pour nous éloigner d'eux. D'accord. Et c'est là que, après avoir mangé pour la première fois le chocolat, je me suis dit, waouh, quel était ce produit extraordinaire.
j'ai commencé à me poser ces questions depuis ma tendre enfance. Mais c'était quoi? D'où était issu euh, le chocolat? C'était quoi? C'était le produit de quel arbre? C'était... voilà, je ne savais rien de ce produit. Et donc, durant tout mon cursus scolaire, cette question était là. Hmm. Je suis arrivé en sixième, je suis arrivé en troisième, après le brevet d'études du premier cycle. J'ai décidé d'arrêter l'école. Hmm. Parce que, oui, mon père avait atteint l'âge de la retraite et il ne pouvait plus, voilà, prendre en charge la scolarité. Ainsi, j'ai décidé de voler de mes propres ailes. Et vous aviez quel âge là? Là, j'étais entre, on va dire, 18, 19 ans. D'accord. Ainsi, j'ai débarqué à Ouagadougou, dans la capitale, et mon premier boulot était comme plongeur au restaurant universitaire. Vous lavez les Alors, assiettes. vous lavez les assiettes, presque, je vous dis, 5000 assiettes qu'il fallait laver. Wow. Et j'ai tenu là pendant 6 mois et j'ai démissionné de là parce que c'était vraiment pas le milieu que je cherchais vraiment. Je suis allé dans un restaurant comme un serveur. Et c'est de là que j'ai mis un peu d'argent à côté. J'ai décidé d'aller à l'aventure. Le premier pays dans lequel je suis arrivé, c'était en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, précisément le 2 février 96, je suis arrivé dans une pâtisserie, l'une des plus belles pâtisseries de la Côte d'Ivoire. J'ai demandé à rencontrer le responsable et on m'a présenté un monsieur, un blanc. Je lui ai dit que je cherchais du travail. Et ce jour, bizarrement, nous étions 5. Il a dit, OK, ben, je vous emploie, mais vous commencez dans la plonge. Encore. Et c'est ainsi que j'ai commencé comme plongeur avec 5 personnes. Mais au bout de 2 jours, les 4 autres, ils avaient déjà démissionné. Et moi, j'ai continué. Et un jour, le patron, il passait à côté de moi. Il m'a vu en train de laver. Et j'ai rendu le lieu propre. Tout était nickel. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'il y avait d'une semaine. Et il m'a demandé, ben, écoute, où sont les autres? Tu es seul? Je dis oui. Où sont les autres? Je dis non, ils ont arrêté le travail. Et toi, tu ne veux pas arrêter? Je dis non. Eh bien, pourquoi? Je dis non, j'ai envie d'apprendre la pâtisserie. Hmm. Il était tellement touché, il me dit, OK, tu viens à côté de moi. Il m'a donné une veste, une blouse, un tablier, une toque. Il dit, tu restes à côté de moi, si j'ai besoin d'un instrument, tu me donnes. Et c'est ainsi qu'en 2 ans de formation, j'avais le même niveau que ceux qui avaient 5 ans de formation. Donc, voilà comment j'ai finalement intégré le milieu. Et j'ai fait 5 ans avec ce monsieur. Je me suis formé avec lui dans la boulangerie, dans la pâtisserie, dans le chocolat. Mais là, il faut dire que j'ai appris le chocolat, c'est-à-dire à le détailler en bonbons, en pralinés, ainsi de suite. Donc voilà comment je suis arrivé dans ce milieu. D'accord. Et je me suis formé avec lui. OK, tout ça, on est toujours à Abidjan. Abidjan. Entre ce moment-là et Oui. Ouagadougou, il y a quand même un long parcours. Parce que je sais qu'à un moment donné, vous avez été en Europe. Donc, Oui. qu'est-ce qui s'est passé une fois que vous avez été formé pendant 2 ans avec ce Oui. monsieur? Alors, il faut dire exactement, c'était une période où la Côte d'Ivoire était instable. Et nous, on avait voilà, des visions, on voyait que les choses n'allaient pas aller. Et le En 1er quelle année janvier ça? de ça, nous étions maintenant en 2000. D'accord. Alors, on a vu que ça n'allait pas. Ainsi, moi, j'ai décidé de partir pour les États-Unis. Mais attends, qu'est-ce qui vous indiquait que ça n'allait pas? Il y avait toujours au fouet.
à cette époque? Non, non, il n'y avait plus Houphouët parce que c'était déjà après le coup d'État du général Gueye. Ah, ok, très bien. Le général avait pris le pouvoir et on voyait qu'au niveau des élections, il y avait des tergiversations qui se faisaient. D'accord. On sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et les étrangers étaient de plus en plus vus. Et il faut dire que même dans mon lieu de travail, j'ai vécu du racisme. Donc rien ne m'encourageait à rester. Pourtant, vous étiez né en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, grandi en Côte d'Ivoire, j'ai fait toute ma formation professionnelle avec des collègues, avec des gens qui euh, nous avons travaillé ensemble, nous sommes côtoyés. Et puis à un certain moment, du coup, on te dit, va chez toi. Est-ce que c'était un peu déjà lié avec Ouattara ou pas du tout? Et Ouattara est en train de rentrer dans la politique. Et justement, c'était la rentrée de Ouattara qui faisait que les étrangers étaient mal vus. C'est ça, Parce qu'on disait que c'était un Burkinabé. c'est ça. Moitié Voilà, vous, burkinabé, euh, pas voilà, assez ivoirien. voilà, pas assez ivoirien. Donc, nous étions tous mal vus. Hmm. Et moi, j'ai décidé de passer par le Libéria avec mes petites économies pour rentrer aux États-Unis parce que au Libéria, justement, il y avait cette possibilité de voyager aux États-Unis de façon facile. D'accord. Et une fois arrivé au Libéria, ce que je n'avais pas compris, c'était un pays qui venait de sortir de la guerre. Hmm. Il y avait aussi des problèmes un peu partout. Le pays était désorganisé. Donc, ça ne pouvait pas aller. Mhm. Et je me suis dit, de là, je m'en vais, il faut rentrer au Mali. Du Mali, je me suis retrouvé en Guinée-Bissau. Et de Guinée-Bissau, j'ai pris la direction de la Mauritanie. De Mauritanie, je me suis retrouvé au Maroc. Tout ça pour essayer d'aller aux États-Unis. Pour aller aux États-Unis, Là, vous tout prenez la ça, direction pour aller en France. voilà, là, pour aller en Espagne. Et là, D'accord. maintenant, c'était dans le but maintenant de me perfectionner dans mon travail. Et lorsque Vous, je vous, suis arrivé en... vous restiez où en changeant de pays comme ça? Ben, ce qui était avantageux pour moi, c'est que à chaque fois que j'arrivais dans un pays, je cherchais toujours une pâtisserie qui était justement ma profession. Je cherchais le travail, j'expliquais que voilà, on n'avait pas besoin de me payer comme les autres, même si j'étais sous-payé, cela ne me posait pas de problème. Et je restais le temps juste d'avoir de l'argent pour continuer. Hmm. C'est ainsi, par exemple, au Mali, j'ai juste fait un mois, le temps de percevoir le salaire du mois et de me retrouver en Mauritanie. D'accord. Et arrivé au Maroc, là, j'ai franchement pris du temps, facilement dans les 8 mois. Parce qu'il fallait attendre les passeurs qui te trouvaient un bateau pour traverser le détroit de Gibraltar. D'accord. Et Là, c'est là où, c'était déjà une motivation légale ou pas légale, vous voulez passer. oui, il fallait coûte que je passe. D'une manière ou d'une autre, je ne pouvais pas revenir en arrière. C'était impossible. Pourquoi impossible? Impossible parce que déjà la Côte d'Ivoire brûlait. OK. La Côte d'Ivoire était en feu. Oui, Parce que déjà en février, il y a eu une tentative de coup d'État. oui. Mais je veux dire qu'il Et y a d'autres pays. il y avait d'autres pays. Pour moi, j'étais déjà euh, sur la rive à 15 km de l'Espagne, ce qui me donnait déjà l'espoir que mes efforts seront payés bientôt. D'accord. Vous avez votre vision, donc vous poussez votre Oui, vision, il faut que coûte, vous l'atteignez. absolument. D'accord. Et entre-temps, il faut dire que j'avais quand même des petits boulots dans la pâtisserie que je faisais au niveau du Maroc, Hmm. que je pouvais rester et refaire ma vie parce que le Maroc est un pays ouvert. Ils n'ont pas de problème de racisme, ils reçoivent tout le monde. Hmm. Mais chez moi, l'Eldorado, c'était l'Europe.
D'accord. Ma destination, c'était ça. Et vous avez pu Ainsi, passer. une nuit, il y a un ami qui m'a appelé, il dit, écoute, il paraît que ce soir, on va pouvoir partir. L'ami m'appelle, il me dit, André, ce soir, nous allons pouvoir bouger. OK, on s'est préparé. Il faut dire que nous étions dans la forêt. On s'est préparé toute la nuit. Pour nous, c'était un grand bateau qui venait. On n'avait pas compris que c'était une petite pirogue. Waouh. Et autour de 1 heure du matin, ils sont arrivés. Euh, la pirogue était bondée presque de plus de 120 personnes. 120 personnes. Oui, ça, c'est des scènes que je refuse de revoir, mais On va qui font passer partie de rapidement moi. là-dessus. On va passer rapidement là-dessus. Oui, qui me reviennent chaque fois. Et quand nous avons bougé, vous savez, c'est une zone où les vagues sont tellement fortes que lorsque nous avons fait autour de 5 kilomètres, le bateau a été pris dans les vagues. Nous avons été remontés sur presque, je vais dire, au moins 50 mètres. Et lorsque le bateau est redescendu, nous sommes rentrés dans un creux et en remontant presque, le bateau était vide, quoi. Beaucoup On ne pouvait sont pas tombés. s'arrêter. Oui. Ouais. Et on ne pouvait pas s'arrêter. À ce moment, je me suis dit, attends, qu'est-ce qui m'amène ici? Ça fait déjà 4 ans que ma famille n'a aucune nouvelle de moi. Personne ne sait là où je suis. Et ainsi, je vais finir ma vie de cette manière-là. Et là, j'ai réalisé franchement comment j'étais en danger. Et nous avons été repris comme ça jusqu'à 2, 3 reprises. Et nous avons atteint le large de l'Espagne, les côtes de l'Espagne. Et une fois on est descendu, aussitôt on a été arrêté par les gardes côtes. Donc, on ne pouvait rien faire. Et de là, en ce moment, c'était vraiment intransigeant. Et moi, j'ai été redébarqué sur Dakar. Ah bon? Oui, j'étais renvoyé sur Dakar. Parce que physiquement, quand on me voyait, on dit, lui, c'est un Sénégalais. Renvoyé-le sur Dakar. J'arrive à Dakar, 1er Comment? Par janvier. bateau, par quoi? Par Oui, avion? non, par avion qu'on est arrivé à OK. Dakar. On m'a débarqué à Dakar. D'abord, déjà, la langue, je ne comprenais pas, le Wolof. Je ne savais pas où dormir, parce qu'il faut dire que le Sénégal, c'est quand même très compliqué. Et pour ceux qui connaissent Dakar, moi, j'ai passé mes nuits à la place de l'Indépendance à Dakar. Une température, je ne vous dis pas, c'était l'hiver. Voilà. Alors, rapidement, j'ai eu le contact d'une dame libanaise qui m'a pris, qui m'a amené sur presque 100 kilomètres de Dakar à Thiès. Et c'est là où elle m'a placé dans sa pâtisserie. Je dormais sur le lieu du travail. Et 2 ans après, avec mes petites économies, j'ai décidé de monter ma boîte. Et effectivement, j'ai monté ma première pâtisserie au Sénégal, à Thiès, qui s'appelait la pâtisserie Arc-en-Ciel, où j'employais 7 personnes. On était quelle année là? Et là, nous étions en 2007. Et vraiment, sur 2 ans, c'était les beaux jours pour moi. Tout le monde m'a connu à Thiès. C'était une entreprise extraordinaire. Je faisais un boulot extraordinaire. Les gens venaient apprendre chez moi. Même la première dame du Sénégal, quand elle venait dans notre région, c'est chez moi qu'elle mangeait. Et jusqu'en 2009, où le Sénégal aussi a commencé à connaître une crise, c'est ainsi que j'ai décidé de rentrer au Burkina Faso, chez moi, parce qu'on dit toujours, on est mieux chez soi. Ainsi, je suis revenu en 2009, en mai précisément, dans mon pays. Donc,
vous dites dans mon pays, en ayant vécu un peu partout, n'est-ce pas? Oui, Mais oui. vous vous sentez bien au Burkina Faso plus que dans n'importe quel autre pays. Oui, ça c'est ce qui m'a été la surprise de ma vie. Parce que quand je suis revenu au Burkina Faso, j'ai constaté que ceux qui étaient restés dans le pays, ils n'avaient pas eu de formation, le métier n'avait pas évolué, mais par contre, la personne d'André avait évolué. C'est ça. C'est ça. Et c'est ainsi que lorsque je suis allé dans une boulangerie la baguette du Faso qui faisait uniquement que du pain, j'ai proposé mes services. Ils m'ont dit tout de suite que non. Si c'est pour faire les produits qui sont vendus sur place, c'est pas la peine. Mais quand ils m'ont mis en essai, ah non, c'était des produits de qualité qui sortaient. Donc, du coup, au bout d'un mois, euh, le chiffre d'affaires de la boîte a explosé. Toute la capitale, la ville de Ouagadougou, se retrouvait chez nous. Et on était devenu la référence. Voilà. On était devenu la référence. Tout le monde courait vers nous. Et effectivement, quand tu rentrais, tu voyais le rayon. C'était comme, voilà, il y a d'autres qui demandaient au patron s'il avait recruté un Européen. Oui, oui, Donc vos tellement. péripéties à gauche, à droite vous ont bien servi. Ils m'ont servi. Ils m'ont servi. Ils m'ont D'accord. servi. D'accord. Et ça n'a pas été vain. Et déjà, le fait que je sois revenu sur le Sénégal, je pense que ça a été le déclic. Parce que déjà, l'Europe est saturée. L'Europe est saturée, il faut le dire. Oui, il faut le dire, oui. Moi, je partais en Europe, je n'apportais rien de plus en Europe. Ben, vous pouvez Je apprendre. n'apportais rien. Oui, oui. Et justement, c'est quelque temps où j'ai quand même, avant de revenir, j'ai appris un peu. Mais moi, je n'apportais rien de plus. Mais au Sénégal, par contre, ce que j'avais appris un peu partout a servi. C'est ça. Donc, c'était une expérience pour moi, une belle expérience. D'accord. Voilà. Bon. Revenons au jeune André qui se posait la question, qu'est-ce que c'est le Mm. chocolat? Quand est-ce que vous avez trouvé la réponse à cette question? Et lorsque vous avez fait cette découverte, qu'est-ce que ça vous Mm. a amené? Déçu, très content? Il faut dire que déjà, la question a trotté quand même jusqu'à ce que je sois formé comme chocolatier. Dans mes trains-trains de tous les jours, je percevais mon salaire, jusque-là, il n'y avait rien d'extraordinaire. Et jusqu'à ce que je sois euh, euh, sacré champion d'Afrique, où j'ai fait la connaissance d'une grande dame suisse au nom d'Isabelle Chevalet. Cette dame qui est en quelque sorte euh, à la recherche des élites pour les lancer, des jeunes pour les lancer, a fait ma connaissance. Et elle a fait ma connaissance, elle a regardé mon CV, elle a vu que j'étais champion d'Afrique, elle a tout de suite dit, ce jeune homme, je peux compter sur lui. Et pendant que on devrait, il faut dire qu'au moment où je devrais la rencontrer, le jour de notre rendez-vous, j'avais j'avais les mêmes heures de rencontre avec le premier ministre de notre pays pour lui présenter mon trophée. Et à un certain moment, j'ai laissé ma délégation au premier ministère Ah, et j'ai demandé à sortir. On dit, mais André, bientôt le premier ministre va te recevoir. Tu vas où? Je dis non, je vais juste à côté, j'arrive. Et je suis allé au rendez-vous de cette dame. Je suis allé la rencontrer. Et dans nos échanges, elle me dit, André, dans le mois de juin, je t'invite en Suisse. Waouh! ça valait le J'ai dit, coup. non, c'est un rêve.
vous ne me connaissez même pas. Elle dit, je t'invite dans 3 mois en Suisse. Je t'envoie le billet. Et elle me dit, à 18 h, je prends mon vol, je vais en RDC. Donc, en 20 minutes, on avait déjà fini notre rendez-vous et je suis revenu rencontrer le Premier ministre. Et les 3 mois arrivés, je suis allé pour demander le visa. Et on me dit, Monsieur Bayala, écoutez, le visa, il fallait le déposer 1 mois à l'avance. On ne peut pas traiter votre dossier. En ce moment, il y avait l'ambassadeur de la Belgique qui passait. Et quand il a entendu que je m'engueulais, je m'en prenais avec les femmes, les dames, il s'est arrêté. Il a posé la question, qu'est-ce qui se passait? Je l'ai expliqué brièvement. Je dis, je vais aller en Suisse. Il me dit, ben, tu vas faire quoi en Suisse? Je dis, je vais me former. Dans quoi? Je dis, dans le chocolat. Il était surpris qu'un Burkinabé qui va se former sur le chocolat à Genève. Il m'a appelé dans son bureau. Je me suis assis, il dit, ben, écoute, je te crois. On va te donner le visa, tu vas te former et reviens. Parce que tu as plus à gagner en revenant qu'en restant là-bas. Et le même jour que j'ai déposé, le même jour j'ai eu le visa et le même soir, j'ai décollé pour la Suisse. Et là, c'est quelle ville en Suisse? À Genève. J'étais à Genève, j'habitais à Genève et c'était à Versoix. Je devais me former. Et ce qui m'a frappé, quand j'ai atterri en Belgique, jusque-là, c'était normal. J'ai pris l'avion de Bruxelles pour rejoindre Genève. Je dormais dans l'avion. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'étais le seul Africain noir. Ça m'a fait rigoler quand même. Hein. Parmi tout ce beau monde, j'étais le... Non, mais là, j'ai compris tout de suite que je suis en train de changer de monde. C'est ça. Et c'est là que je suis arrivé à Genève avec un gros projet d'ouverture d'une usine de fabrication de chocolat. Et mon ami chez lequel je suis arrivé, qui était journaliste à la RTS, m'a amené à Versoix pour rencontrer mon patron, mon formateur. Qui s'appelle? Et il s'appelle Marc-André Cartier. Et qui travaille chez Fabergé. Non, il travaille, il avait son entreprise à lui. D'accord. Et actuellement, il est sur Fabergé. Ouais. Et à ma grande surprise, je vois Marc-André Cartier qui avait ses croissants en main, qui va les vendre. Et on me dit, c'est lui qui doit me former. Je dis, mais attends. Il dit, oh bon, lui, il n'a pas le temps, tu rentres dans la voiture, on va échanger en cours de route. Et en cours de route, on a échangé. Ben, finalement, je lui ai posé la question, est-ce que c'est toi le patron de la boîte? Il a rigolé, il me dit oui. Pourquoi cette question? Je dis, non, mais chez nous, le patron ne vend pas de croissants. Il a rigolé, il dit, non, avec le temps, tu vas comprendre. Et c'est ce monsieur-là qui a en quelque sorte fait ma vie, qui a transformé, qui a mis de l'or dans ma vie, qui a fait de mes doigts du diamant, qui m'a refait totalement, qui m'a formé sur 30 jours. Et le 30e jour, quand j'étais en train de le quitter, il est rentré dans son grenier, il a sorti tous les moules de son arrière-grand-père. Il m'a dit, André, voilà ce que j'ai pour toi. Il m'a donné des moules, tout ce que j'avais comme matériel aujourd'hui. C'est ce monsieur qui a mis ce matériel à ma disposition. Et je suis rentré à Ouaga à la date indiquée. Voilà. Les Suisses sont très généreux. Très, 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 très généreux. Et non seulement ils sont généreux, et ils sont honnêtes. Oui. Ils sont honnêtes parce que ce monsieur, il m'a appris le métier comme s'il me connaissait avant. Oui. Alors que vous savez que nous, dans notre corporation, il y a le secret de fabrication. Oui, c'est ça. Ouais. Il n'a pas, il m'a donné le métier, il m'a dit, va réussir, je te souhaite le meilleur au monde. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ils ont compris qu'en donnant, on reçoit aussi. Absolument. Ouais. Et cette dame qui m'a fait venir à Genève et qui m'a donné cette possibilité de
de m'installer. Elle m'a accompagné après avec du matériel jusqu'au Burkina. Elle est venue, elle m'a aidé à installer l'entreprise, tout et tout. Et puis bon, voilà. Aujourd'hui, je lui dois tout. Et elle me dit en même temps, André, tu fais ma fierté, tu as fait ma fierté, tu as répondu à mon appel. La perche que je t'ai tendue, tu as su la prendre. Et voilà, aujourd'hui. Voilà. Alors, Et, on va rapidement dire ce que c'est ton entreprise, chef André. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est? Essayez de nous le décrire un petit peu. alors, Chef André, c'est une entreprise, c'est une chocolaterie d'abord. Ma matière de base, c'est le chocolat. Donc, nous prenons la fève et nous la transformons, nous la ramenons en chocolat. Nous avons également le volet pâtisserie, le volet boulangerie. Et dans la boulangerie, j'utilise les produits locaux pour fabriquer mon pain. Également, je fais intervenir les produits locaux tels le sésame, les arachides, la noix d'acajou, les mangues séchées, tout ce Ouais. que nous avons comme produit Qui sont localement fait incorporés dans le chocolat. dans le chocolat. Mhm. Et c'est ça vraiment qui fait la particularité de Chef André. Et il faut dire aussi que c'est la seule chocolaterie du Burkina Faso. Et grâce à cette entreprise aujourd'hui que tout le Burkina Faso mange du chocolat. Et ça fait vraiment la fierté de toute la nation entière. Et nous avons un traitement spécial parce que rien ne montrait que le chocolat était possible dans notre pays. C'est ça. Parce que lorsque je montais cette entreprise, les journalistes me posaient la question, mais chef André, écoute, nous sommes dans un pays où le pouvoir d'achat n'est pas élevé. Tu amènes un produit qui est destiné à l'élite et crois-tu que vraiment cette entreprise allait donner, va donner? Et justement que j'ai utilisé leurs questions pour m'inspirer. Mhm. Parce qu'effectivement, il y avait ce problème de pouvoir d'achat. Mais en même temps, il fallait donner une identité à mon chocolat. Et lorsque les Burkinabés sont venus, ils ont regardé dans la vitrine, ils voyaient du chocolat à base de Sumbala, à base de Bissap, à base de mangue, à base d'arachide. Ils ont tout de suite compris que c'est un produit qui est fait chez eux. Et c'est ainsi qu'ils l'ont adopté. Donc, ça fait que nous n'avons pas vraiment de problème de vente du chocolat ici. Et du Malgré le coup, prix. Malgré le prix. Malgré le prix, les gens achètent. oui, malgré le prix, nous sommes arrivés même à faire fermer l'importation du chocolat. Grâce à notre entreprise, les gens disaient que ça ne sert à rien d'importer du chocolat, une tablette de chocolat qui te coûte 4 000 et 6 000 francs. Donc, alors que nous sommes à 2 000 francs, ils se sont dit, ben, c'est une perte, c'est des chocolats à la limite qui vieillissent, qui sont expirés et qui... Voilà. Du coup, les importateurs de chocolat, ils n'importent plus. Wow. Et nous faisons des pâtes à tartiner, nous avons des caramels beurre salé, des produits qui se retrouvent qui sont dans les rayons européens que nous retrouvons chez nous ici. Ouais. Voilà. Donc voilà ce qui fait la particularité de ce chef André. D'accord. OK. Alors, on va faire quelque chose qui est les leçons qu'on va tirer un petit peu de votre parcours par rapport à un autre jeune Africain. Donc, si vous allez conseiller un André qui a 16 ans, lorsque Oui. vous étiez sur le banc de l'école, je crois, à Réau, à 16 ans, Oui. Oui. vous étiez à Réau. Oui, Ario. Qu'est-ce que vous lui direz, maintenant que vous avez vu votre parcours, quel conseil vous lui donnerez s'il était assis en face de vous? Déjà, ça ne sert à rien de prendre des risques. Vous voyez, dans le détroit de Gibraltar, tout pouvait s'arrêter. Alors qu'en réalité, j'avais déjà obtenu tout ce que je voulais
de ce chef français, du chef français. J'avais tout obtenu. Il m'a formé, il m'a éduqué, À il Abidjan. m'a Abidjan, en Afrique, chez nous. J'ai pas eu besoin d'un vol, j'ai pas eu besoin d'un visa, j'ai pas eu besoin de centaines de milliers de francs. Il n'y avait pas de barrière. Et j'ai appris le métier dans des conditions normales. Donc, en réalité, ce risque que j'ai pris était un danger. Donc, Est-ce qu'on peut dire ne pas prendre de risques superflus? oui, c'est des risques inutiles. Voilà, des risques inutiles. Voilà. C'est inutile Mm. d'aller finir au fond de l'océan. C'est inutile. La preuve en est que je suis revenu et c'est en Afrique que j'ai fait mes beaux jours. Mm, mm, C'est en Afrique et de surcroît chez moi. mm. C'est chez moi où j'ai eu la renommée. C'est chez moi où j'ai eu les honneurs. C'est chez moi où un ambassadeur, l'ambassadeur des États-Unis se met debout pour me saluer. Mm. C'est dans mon pays où le président de la République se lève pour dire, chef André, toutes mes félicitations. Mm. C'est pas ailleurs. Ça, c'est la première leçon. Quelle deuxième leçon vous lui donneriez? La deuxième leçon, c'est de se mettre d'abord à l'école d'apprentissage. Il faut se former. Il faut se former. Allez-y se faire former dans un centre de formation. Il faut se former. Mm. Tant qu'on n'a pas de formation, tant qu'on n'a pas reçu de formation, la formation qui est la clé de la vie, mais tout est vain, tout est inutile. Ouais, ouais. Donc déjà, c'est une base. Et après la formation, il faut croire, il faut avoir un rêve de grand. Une grande vision. Il faut avoir la vision. C'est pas ça qui manque le plus aux jeunes maintenant? Bien sûr, Parce qu'ils ne bien sont sûr. pas entourés En des fait, gens qui ont des visions. exact. Par exemple, moi, quand je disais que j'allais fabriquer le chocolat au Burkina Faso, il y a des autorités qui ont dit, mais écoute, tu es fou, toi. Alors que le processus de fabrication du chocolat, c'est rien. Quand je suis allé pour demander des fonds pour démarrer mon entreprise, ils m'ont refusé parce que j'ai amené une idée utopique, complètement utopique. Ce n'était pas réalisable en Afrique. Alors que moi, j'avais ma vision. Mais la vision Et vient dans ma vie, d'où? D'où est-ce que venait cette vision? c'est dans le rêve. Je voulais voir les choses en grand. Est-ce que tout Je le monde voulais, peut faire ça? mais bien sûr, pourquoi pas. Parce qu'on a Aujourd'hui, moi, je peur. suis. Oui, c'est simplement la peur. C'est simplement que le fait que les gens ne croient pas en eux, ils disent que je vais échouer. Effectivement, moi aussi, j'ai échoué. J'ai échoué au Sénégal. Ma première entreprise a coulé. Je suis revenu ici tout endetté. J'ai relancé encore l'entreprise. Je ne me suis pas arrêté. Aujourd'hui, j'emploie une vingtaine de personnes. Et je me suis organisé et voilà, les choses sont rentrées dans l'ordre. Et voilà. Donc, d'abord, la vision, il faut rêver grand, il faut se dire que je suis capable d'arriver. Et on a vu beaucoup de gens qui sont partis de rien. Quand je prends par exemple la vie de Mohamed Ali qui est parti de rien. Je prends la vie de Chris Garner qui est un noir américain Ouais. qui a commencé sa vie difficile, qui a fini comme un grand assureur. Ouais. Ça, Donc, c'est voilà. le film, il y a un film là-dessus. Oui, à la recherche du bonheur. C'est ça. The Secret of Donc, Happiness. il faut s'inspirer des histoires des élites, des grandes personnes, des personnes qui ont fait de ce monde un monde pauvre autour d'eux, mais qui l'ont rendu meilleur. Mais où est-ce qu'on les trouve, ces gens, si on est, je ne sais pas moi, dans un village en Afrique ou dans une ville Non, entourée des copains qui boivent, etc. non, mais justement qu'il faut se séparer de la mauvaise compagnie. Moi, quand j'ai commencé, par exemple, au lycée, je fumais. Mais quand je me suis séparé de ces amis, j'ai mis fin à la cigarette pour voir maintenant les choses meilleures.
Parce que déjà, le budget que j'avais mis à côté pour la cigarette, quand j'ai arrêté, il m'a servi pour quelque chose. Donc, j'ai commencé petit. Et le plus souvent aussi en Afrique, les gens ont tendance à vouloir commencer grand. Je veux avoir tous les fours à côté, je veux avoir ceci, je veux avoir cela. Moi, j'ai commencé ma chocolaterie dans la cuisine de ma femme. Je te jure, c'est la marmite de ma femme que j'ai utilisée pour faire ma torréfaction. Les images ont fait le tour du monde. Et de là, j'ai écrasé mon chocolat avec des meules traditionnelles avant d'avoir du matériel professionnel. Voilà. Donc, je crois bien que il faut partir avec les moyens de bord parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est ça. Mais si on commence avec des grands moyens, ben, écoute, en réalité, il n'y a pas d'évolution. C'est ça. En réalité, il n'y a pas d'évolution. Alors que quand on commence petit, on voit les choses grandir, on voit les choses évoluer et on maîtrise le budget du départ. On le maîtrise. Ça, c'est l'idée des Suisses. C'est ça. Ouais. Ne pas trop s'endetter au départ pour être esclave des prêts, commencer bien, avoir une grande vision et surtout ne pas laisser tomber, persévérer. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Moi, quand j'ai commencé ici, dans la chocolaterie, ben, je dormais sur le lieu du travail. Quand je finissais de travailler, où tout le monde descendait, je dormais pour faire la production du lendemain. Je dormais sur le lieu. Et quand les gens venaient le lendemain, ils disaient, waouh, c'était ça, moi, mon salaire en retour. Et il faut dire que quand des Européens ou des expatriés, ils arrivaient dans la boutique, ils disent que c'est comme chez nous, mais c'était une fierté. Tout à fait. Tout à fait. Alors, ça c'est toujours possible en Afrique, selon vous. C'est possible, c'est possible. Je vous dis, c'est possible. OK. C'est possible. Quel est, selon toi, le rêve africain? Écoutez, il n'y a pas de rêve typiquement africain. C'est le rêve d'un homme. C'est le rêve d'un homme. Ces jeunes qui disent que demain, je veux me retrouver en Europe. Ça, c'est leur instinct humain qui les amène à cela. Tout en oubliant qu'en Europe aussi, ils ont des pauvres. Ils ont des nécessiteux. Ils ont des gens qui n'arrivent pas à manger. L'Africain n'a pas de rêve en tant que tel. C'est l'être humain qui pense que chez l'autre, c'est toujours meilleur que chez soi. Moi, aujourd'hui, tu me dis d'aller en Europe, mais c'est comme tu me tortures. Le fait de prendre l'avion, c'est une réalité. Le fait de prendre un avion et rouler et voler pendant 8 heures de temps, c'est une torture. Parce qu'à tout moment, moi, je peux chuter. Je dis non, je ne veux plus prendre ce risque. Oui, j'ai même plus envie. Je suis tellement bien dans mon pays. Je suis tellement bien chez moi que ce que je décide de faire, ce que je veux en Europe, aujourd'hui, je le commande. En une semaine, il est chez moi. Mm-hmm. Donc, ça fait qu'un Africain, le rêve n'est pas typiquement africain, mais c'est l'homme qui a un rêve. Même tu prends aujourd'hui les pays latino-américains qui veulent tous aller aux États-Unis, mais ils n'ont pas compris qu'aux États-Unis aussi, il y a des pauvres chez eux. C'est ça. Il y a des gens qui meurent dans la rue. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas de soins. Ils ne peuvent pas se soigner. Parce que c'est très cher. Donc, oui, c'est cher. Ils n'ont même pas les moyens. Donc aujourd'hui, moi, j'ai été invité aux États-Unis, j'ai été invité en Europe, mais à chaque fois, je trouve une astuce pour décliner cela parce que simplement voyager, ça ne m'intéresse plus. D'accord. Voilà. Bon, maintenant, il y a quelque chose dont il faut qu'on parle, c'est une autre vision que vous avez, c'est le métier de la bouche.
On va en parler et puis on va finir cette interview par un petit jeu où je vous donnerai 10 mots, un mot à la fois, et puis Oui, vous me direz ce que ça vous inspire. Donc, tout à je fait. sais que vous voulez faire ou une école ou quelque chose sur le métier de la bouche. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, après quand même ma formation à Genève, disons c'est pendant la formation, et mon ami suisse, Isabelle Chevalet, a demandé à ce que je rencontre l'Assemblée, disons le patronat suisse, les patrons de Genève. Et cela devait se passer sur un bateau de croisière. Alors, quand je suis arrivé sur le bateau, j'avais le projet de, de faire un centre de formation afin de permettre aux jeunes Africains, au lieu de suivre mon exemple, prendre de traverser les eaux, les océans, de les garder sur place, de les former, de leur donner le métier et de les utiliser. Voilà, ils vont vivre en Afrique. Ils vont rester chez eux. Et lorsque j'ai lu mon discours, il y a un parlementaire suisse qui a dit, ben, écoute, lui, il est partant pour ce projet. Et c'est ainsi que, voilà, ce monsieur, euh, au nom de monsieur Karl, qui a décidé de m'accompagner dans ce centre de formation que nous avons déjà construit sur une superficie de 2 hectares. Mhm. Et nous allons déjà, nous voyons déjà l'inauguration pour le mois de janvier 2021, où tous les Africains de la sous-région, les pays de la sous-région, tels la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Togo, le Ghana, ils vont venir se spécialiser dans la transformation de la fève en chocolat. Parce que c'est ce qui manque Super. dans leur pays. Au lieu d'aller en Europe, au lieu d'aller faire cela en Europe, ils viendront chez moi, à Ouagadougou, ici, D'accord. euh, pour le faire. Et également, au niveau national, nous allons former des jeunes, nous allons les former sur le métier des bouches, cuisine, boulangerie, pâtisserie. Au lieu d'aller dans les pays du Maghreb, ils vont désormais apprendre sur place. Et ce projet est beaucoup soutenu également par les autorités du pays. Et il faut dire que tous les regards sont braqués sur moi actuellement pour l'ouverture de ce centre. Donc, déjà, je Félicitations. viens, merci. Déjà, je viens d'organiser le concours national des métiers de bouche qui a réuni les boulangers, les pâtissiers, les cuisiniers. Et nous avons fait la sélection nationale et nous avons élu le meilleur que nous avons également récompensé à travers des formations, des stages. Voilà. Donc, du coup, toute la jeunesse burkinabé a le regard tourné vers moi pour les métiers de bouche. Et je crois que c'est un défi qu'ils m'ont lancé. Je suis en train de me battre avec mes partenaires pour vraiment le relever. Félicitations. Merci. Félicitations. Alors, Merci. on va terminer l'interview, comme je l'ai dit, par un petit jeu. Et Oui, vous allez me dire ce que ça vous inspire, ou je vous donne un mot ou une phrase, et vous pourrez répondre oui, par un mot ou par une phrase. La d'accord. vie à Réau. Euh, c'est mon enfance, c'est mon adolescence. C'est là où tout a commencé. C'est le point du départ. Où est née la passion qui allait animer ma vie. Mon premier chocolat a été dégusté à Rio. Et cette année, à Ouagadougou, je suis passé à sa réalisation. Donc Rio, c'est le départ, c'est mon alpha. Voilà. La traversée de la Méditerranée. La traversée de la Méditerranée, c'est là où j'ai compris que tout pouvait basculer d'un moment à l'autre. C'est la somme des risques inutiles.
c'est la somme, c'est la conclusion de dire que à l'homme, le meilleur est toujours chez soi. On est toujours bien à la maison. Voilà. Le renvoi de l'Espagne vers le Sénégal, lorsque vous étiez dans l'avion. Je vais appeler cela le grand abîme. Ça valait pas la peine. Ça valait pas la peine. Le prix du meilleur chocolatier. Ça, je peux l'appeler la voie du bonheur. La voie du bonheur. L'ouverture de la première boutique au Sénégal, donc. Ça, c'est les premiers pas du bébé. Pas de bébé. Les premiers pas du bébé. Le secret de votre succès. C'est le compter sur soi-même. Compter sur soi. C'est le compter sur soi-même. D'accord. La jeunesse africaine. Moi, la jeunesse africaine, c'est l'élite de demain sur lequel nous devons, nous qui avons pu émerger, nous devons s'aimer la sémence de l'avenir. Les hommes politiques africains. Sur lesquels il ne faut jamais compter. Thomas Sankara. Celui-là même qui m'a dit, un jour, consomme ce que tu produis et produis ce que tu consommes. Et c'est ce que je fais dans ma boutique. C'est ma devise. Votre héritage que vous laisserez au Burkina Faso et au monde. Mon héritage, je le vois tout doucement peut-être vers l'Afrique du Sud, vers le Kenya, vers l'Ouganda, vers les pays de l'Afrique centrale, parce que c'est ceux-là qui s'inspirent de mon exemple, parce que simplement, ils ont eu des reportages qui ont été diffusés dans leur pays, et à chaque fois, ils m'appellent pour me demander la clé du succès. C'était quoi? Donc, j'interpelle la jeunesse burkinabé, saisissez l'opportunité pendant que je suis toujours en vie. Chef André, merci beaucoup. Peut-être qu'on devait faire aussi une autre interview sur la clé du succès, c'est quoi? Je le souhaite parce que la clé du succès, pour moi, ça vaut la peine. Parce qu'il y a des entrepreneurs qui ont commencé, mais qui n'arrivent pas à ressortir la tête de l'eau. C'est ça. Il faut les enseigner qu'il faut compter sur eux-mêmes, d'abord. Compter sur tout ce qu'ils ont de présent. Moi, toutes mes matières premières que j'utilise au Burkina dans ma chocolaterie sont faites chez moi ici. Rien ne vient de l'Europe. Tout est à ma portée. Le cacao est en Afrique. Je suis situé en 2 pays qui ont le monopole au monde. Le Ghana je tombe et la au Côte Ghana. Bien sûr, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Si je devais importer du chocolat de l'Europe, je ne peux pas le payer. Oui. Tout est à ma portée ici et je dois l'utiliser. Non, il faut qu'on fasse quelque chose pour encourager les jeunes qui pensent que l'avenir, c'est en Europe et vous l'avez très bien expliqué. Bien fini, je vous remercie